Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce conte qui est issu des contes de ma grotte aux fées. Et je redis qu'une édition papier existe pour tous ceux qui voudraient avoir des renseignements sur les conditions de prix et de livraison pour faire un cadeau, pour un anniversaire ou pour la Noël ou pour une autre fête, ou tout simplement pour faire plaisir à soi-même d'abord, d'ailleurs, eh bien, qu'il me demande ces conditions sur mon site culturesociétale.com où l'on peut m'envoyer un message directement aussi. Voilà. Donc je vous rappelle que nous sommes au Marié du Camisard, ce conte-ci, et voici notre vue emblématique pour ce conte. Je vous rappelle que nous sommes au moment où les jeunes mariés se sont perdus sous terre, où ils se sont endormis, où ils ont rêvé, et où il y avait une ombre qui leur est apparue, ou plutôt une lumière comme on voudra, un camisard à la veste bleue, qui leur a dit de se déplacer en indiquant une direction dans les ténèbres jusqu'à un endroit où ils sont parvenus, et là, l'ombre s'est diluée dans les ténèbres. Je reprends le conte à cet endroit-ci. Nous voici donc aux portes de l'au-delà. Mais en fait, il s'agit plutôt de l'au-dessus. Et cela nous conduit au troisième acte, vous allez comprendre. En effet, à cette heure du crépuscule extérieur, là-haut sur la colline, au-dessus donc, près des pommiers en fleurs, passe un enfant, Jean Bombonoux, qui reconduit son troupeau à la bergerie. Comme chaque soir, Jean n'est pas pressé. Il n'a aucune raison de se presser d'ailleurs. Et son père le lui reproche toujours un peu gravement. Mais Bastre, les brebis non plus ne se hâtent pas, qui folâtrent toujours là où pousse l'herbe, rafraîchie et attendrie par la fraîcheur du soir. Le troupeau et son pâtre marchent parmi les pierres et les entailles du Lapias. Tout à coup, Jean Bombonoux entend un son, un drôle de cri, comme on poussait son grand-père, qu'il le tenait lui-même de son grand-père à lui. Son chien aussi a l'oreille dressée. Et ce cri, grand Dieu, vient de par là, oui, oui, au-delà du grand schiste, près du chaos des sorcières. Jean tremblote, on est au crépuscule à cette évocation. C'est un endroit de hautes pierres et de trous, où, dit-on, jadis les sorcières se donnaient rendez-vous la nuit. Le jour c'est différent, et Jean les connaît ces trous, où il aime lancer des cailloux, que l'on entend rouler, tomber d'abord, puis rouler en bas, très loin, très très loin. Mais la nuit c'est autre chose. Chose curieuse, le cri semble jaillir d'un rocher. En fait, il y a un trou qui s'enfonce dans les profondeurs. Ce coup-ci, c'est bien la première fois qu'il entend une voix. Ce cri, ou plutôt ces deux cris, un homme et une femme. Mais il n'est pas joli ce cri. Il est désespéré, il est éraillé, il est presque un peu éteint. Alors Jean presse ses brebis et son chien. Il a peur. Est-ce le diable qui, comme jadis, au soir d'un crépuscule, où les sorcières dansent et provoquent l'orage, vient les accompagner? Les clochettes des moutons s'agitent.
grelottent frénétiquement. Le troupeau s'ébranle et dévale la côte. Et Jean devant, qui manque, malgré son jeune âge, et ses jambes agiles, maintes fois, de chuter. Parvenu enfin au village, il conduit le troupeau à la bergerie. Son père lui lâche. « Alors Jean, tu finiras par dormir dans la colline, et il viendra un loup qui te mangera. » Mais son fils lui répond. « Cardaire, j'ai entendu de drôles de choses. » Et il raconte son aventure. Le père l'écoute, pensant encore à une invention de son fils qui, il le sait, a beaucoup d'imagination. Après s'être occupé du troupeau, le père va comme tous les soirs au bar, c'est-à-dire à l'hôtel. L'hôtel que l'on a rencontré au premier épisode, là, quand le bus s'était arrêté sur la place du village et que les gens étaient descendus, parmi eux des gens de passage qui vont à l'hôtel. Là, il retrouve d'autres villageois. Le voilà qui raconte le récit de son fils, les voix de la terre. Le doyen du village, tout cuivré par les ans, baragouine. « Allez, il n'y a pas d'autre voix dans la baume que celle du parpaillot. » On le chahute, il radote toujours. L'hôtelier, dont on rappellera qu'il était vétéran de 1870, sert l'absinthe verte. Il écoute. Au moment où il laisse tomber les gouttes sur le sucre, l'esprit vif de l'absinthe lui traverse le cerveau. Bon Dieu, les genoux. Il se précipite dans le hall et voit près de la penderie de l'empereur les 2 valises qu'il a oublié de monter à l'étage. Il en trouve des yeux comme des capotes de fiacre. L'expression, je vous une parenthèse, l'expression est de Charles de Gaulle au sujet des sourcils de Georges Pompidou. Fermez la parenthèse. Il revient dans le bar, au pas de course, et d'une voix tonitruante distribue à la cantonade. « Les jeunes mariés, ils ne sont pas revenus. Ce doit être eux que ton fils a entendus. Ils sont allés visiter la grotte et se sont perdus. Je ne sais pas s'il y a parmi vous quelqu'un qui a assisté à la charge de Reichshoffen en 1871, mais cela m'étonnerait beaucoup. Sauf au cinéma, bien sûr. Mais ce fut comme cela. Tous se levèrent en même temps. Les tables en furent même renversées. Non sans avoir religieusement et en cadence vide d'entrée le verre vert d'absinthe sucrée. Quelle charge, mes aïeux! On prend des couvertures, on allume des flambeaux, et à travers la nuit, c'est une longue traînée de lumière qui file à toute allure, au-delà du petit pont endormi, vers le porche qui s'engouffre, et puis qui chemine interminablement à travers des galeries souterraines, par définition. Près du ruisseau, on retrouve miraculeusement la boîte d'allumettes, et puis aussi ou là des traces sur le sol. Alors on crie « Oh !» et on écoute le silence. Et le silence, lui-même tout étonné, s'entend murmurer. Oui, un murmure, une plainte étouffée. Tout le village, son maire et son curé, accrochés à ses flambeaux,
filent dans cette direction, car ils ont la lumière, eux. Les lumières dansent sur les parois en mouvement. Enfin, au terminus d'un couloir tortueux, on les retrouve. Ils sont par terre, mais à demi redressés, les yeux démesurément agrandis, démesurément ouverts, et qui clignent devant l'assaut de la lumière des torches. On leur donne 2 couvertures, car ils grelottent. On leur donne aussi un brin d'absinthe, qu'on avait pris la précaution d'emporter dans une bouteille. Des portes de la folie, ils reviennent lentement, lentement, et sourient enfin. Ils murmurent des milliers de merci qui fusent de leur poitrine serrée comme du fond d'un monde sépulcral. C'est alors que l'hôtelier s'exclame. « Eh bien, vous pourrez dire que vous avez eu de la chance. » Les autres villageois s'étonnent. Alors le vétéran de 70 montre d'un doigt le plafond de la galerie. On lève la tête. Au-dessus des égarés, la voûte est percée d'une cheminée naturelle. Crevasse verticale qui remonte, perce la colline pour déboucher sur le Lapias au-dessus. Mais à une certaine distance, pas loin de 60 mètres environ, dans le chaos des sorcières. C'est par là tout à l'heure que le petit Jean avait entendu leur plainte aux deux époux, ou la plainte de l'ombre à la veste bleue, le parpaillot. Le jeune marié, réchauffé par l'absinthe, s'exclame malgré lui. De la chance, oui, peut-être, mais sans lui qui nous a conduits ici. Personne ne fait vraiment attention. Ces jeunes n'ont plus toute leur tête. Seul le curé répond. Vous avez raison, mes enfants. Sans lui qui a conduit nos pas vers vous, où auriez-vous été demain? Seul le doyen, appuyé sur ses 2 cannes de buis tordues, cligne des yeux. Tiens, 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 tiens. Il aura le lendemain une belle discussion avec la quincaillère. Mais en attendant, le jeune couple, entouré des flambeaux, regagne le village puis l'hôpital. On raconte qu'ils dormirent presque une journée entière. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si plus tard ils revinrent sous terre, ou si cette épopée les avait définitivement guéris du virus souterrain. Mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'au cours de leur longue vie, ils durent raconter des milliers de fois l'aventure de leur jeunesse. Et c'est d'ailleurs en les écoutant que celui qui a écrit l'essence de ce conte, cette histoire, qu'il a appris ses faits, et c'est par Norbert Casteret, donc, que je peux vous raconter aussi ce conte
ou plutôt Michel Bouillon, qui avait raconté ce conte aux éditions Tchou, que moi j'ai bien évidemment enjolivé, meublé en quelque sorte, de mille petits détails, y compris le petit pont qui leur avait dit je suis votre ami. Voilà. Eh bien, je suis ravi d'avoir pu vous raconter Les Mariés du Camisa, une histoire de mes contes de ma grotte aux fées, et dans l'espoir de pouvoir vous raconter un autre conte, je vous dis à toutes et à tous au revoir, et surtout essayez de raconter à votre tour, avec moins de luxe de détails, mais essayez de raconter. Au revoir à toutes et à tous.